bonjour et merci de cette invitation. Ça me replonge un peu dans mon passé avec des étudiants. Ça fait peu d'années où je ne fais plus, mais le sujet est quand même, reste d'actualité parce que les séries judiciaires continuent à se produire de plus en plus sur les plateformes qu'à la télévision et de plus en plus, de moins en moins en France surtout, mais il en reste et on va en parler. Alors, ce que je vais dire peut s'appliquer aux séries en général, et je sais que tout le monde connaît les séries, donc il y a certaines choses qui sont en commun, mais je vais me concentrer sur des séries judiciaires parce qu'ils ont un fonctionnement qui est particulièrement intéressant pour l'acquisition d'une culture juridique. Donc c'est une sorte d'outil pédagogique, si on veut dire, d'apprentissage par le divertissement. Ce qui est important, c'est que contrairement au cinéma, il n'y a pas d'effort à faire. Ça vient chez vous. On clique, on zappe, on fait le tour de ce qu'il y a dans les programmes et on tombe sur quelque chose qui intéresse le téléspectateur une fois, ou alors parce qu'il y a un acteur qui l'intéresse, ou s'il est un petit peu plus averti, il y a un scénariste qui l'intéresse, ou alors il tombe sur quelque chose qui est bien une fois et la semaine d'après, il retourne pour voir si c'est aussi bien. Et peu à peu, on s'habitue. Les séries qui ont un fonctionnement régulier en épisodes permettent d'entrer dans un sujet par petite dose, et il y a une forme de répétition qui est très utile pour l'apprentissage. Encore une fois, c'est l'apprentissage qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas un apprentissage qu'on a choisi, mais ça finit par produire cet effet-là. Et les cadences hebdomadaires, ça fait que chaque occasion de plonger dans une histoire permet d'utiliser les acquis des épisodes précédents pour entrer dans l'histoire et comprendre de plus en plus le fonctionnement de la justice. Alors, ce qui est important dans les séries, et surtout dans les séries des premières années, alors vous voyez qu'aux États-Unis, ça a commencé à la fin des années 40. Et puis ça a été en progression. Il y avait une grande époque dans les années 70, et puis ça plonge en 80, tout simplement parce qu'il y avait un changement de goût. Il y avait les productions de Dallas. Vous avez entendu parler de Dallas? Voilà. Dynasty, Falcon Crest, tous ces trucs-là, des sagas de famille où il y avait des avocats qui défendaient les familles, mais ils avaient des tout petits rôles, donc c'était pas, ça vaut pas le coup d'étudier ça pour une représentation de droit, sauf éventuellement l'avocat un peu filou qui va faire tout ce qu'il peut pour la famille. Et ensuite, boum, on arrive dans les années 90, et je vais en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment la période la plus importante, la plus créative, et ensuite, les années 2000, ça a continué à être extrêmement populaire. Il y avait énormément de séries judiciaires, et arrivaient les plateformes, ce qui fait que maintenant, pour la télévision, ça baisse un peu, mais le nombre de séries judiciaires qui sont des écritures de séries, que ce soit pour les plateformes ou pour la télévision, reste la même, l'écriture. Alors, les premières séries, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 48, 49, il n'y avait pas de personnages récurrents. Il y avait des avocats qui étaient personnages centraux, peu de procureurs, très très peu de procureurs, mais chaque semaine dans ces séries-là, il y avait un autre avocat. Il n'y avait pas... c'était pas comme dans les années 50 où il y avait un personnage c'était sa série à lui. Et dès la fin des années 40, s'est mis en place ce que j'appelle le schéma. C'est-à-dire que chaque épisode va avoir un cadre reconnaissable. Il y a un crime ou alors on voit une situation de famille ou de bureau où il y a une dispute et il y a quelqu'un qui est... On peut pointer cette personne comme le coupable possible.
Sauf que non, ça ne serait pas lui. Et donc, il va avoir un avocat qui va le défendre, qui va l'innocenter. Et ça, à cette époque-là, et jusqu'aux années 70, la question, c'est toujours coupable, non coupable. Donc, c'est le droit pénal. Il n'y a pas tellement de droit civil dans ces séries-là, sauf un petit écart dans les années 50 qui est The Defenders. Et j'en parlerai très très peu de cette série-là, mais si vous avez l'occasion d'aller dans un musée de télévision, il faut absolument le voir. C'est une des meilleures séries de toutes les 60 ans étudiées. Pourquoi? Je viendrai après. Donc, cette histoire de schéma permet au public d'entrer dans un cadre reconnaissable, familier. Le fait que c'est un schéma à suivre familier le libère pour l'histoire. Et donc, avec le temps, comme les histoires se sont complexifiées, le public était capable de suivre des questions de plus en plus complexes. Parce qu'il était chez lui, il connaissait le tribunal, il savait que celui-là, c'est le procureur, qu'à côté du procureur, c'est un assistant du procureur qui ne parle jamais. Il sait qu'il y a l'avocat avec éventuellement sa secrétaire ou le détective, parce qu'on apprend tout de suite que les avocats aux États-Unis ont la possibilité de mener une enquête aussi, parallèle. Parce qu'à cette époque-là, surtout, en France, c'était pas possible. Tous mes étudiants croyaient que les avocats aux États-Unis étaient liés, comme à l'époque où j'enseignais, comme en France. Donc, je montrais des séries. Ils pensaient que les juges étaient des présidents de tribunal qui menaient le procès. Donc, je montrais des séries. Et peu à peu, on commençait à distinguer les différences. Donc, pour petite parenthèse, pour le droit comparé, si jamais vous êtes amené à enseigner le droit comparé, c'est un outil parfait, parce qu'on voit les différences. Vous travaillez avec des anglo-saxons, vous parlez du juge d'instruction, aucune idée de ce que c'est ou quels sont ses attributs. Mais quand on regarde Engrenage, vous avez vu Engrenage? Ben, on commence à comprendre, il se rapproche un peu de la police, quoi. Quelles sont ses fonctions? Quand est-ce que le juge d'instruction travaille avec le procureur? Tout ça, c'est... Par les mots seuls, ça ne peut pas marcher. Bon, donc, on a parlé du schéma, on a parlé de la cadence régulière, et maintenant, je vais vous parler un petit peu des genres. Alors, vous avez... Les premières séries sont... ce que j'appelle des séries à récit fermé. C'est-à-dire que même si vous avez, à partir de 57, des personnages récurrents, vous avez toujours un épisode qui se tient en lui tout seul. C'est-à-dire que l'histoire a un début, un milieu, une fin, et puis la semaine d'après, même si c'est le même personnage, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire. Dans les premières séries, il n'y avait pas ce qu'on appelle backstory, c'est-à-dire que la vie des personnages était inconnue. Perry Mason, on ne sait pas. On ne sait pas s'il avait une famille, on sait que de temps en temps, il y a un peu de tension, éventuellement un flirt avec la secrétaire, mais tout ça, c'est très ironique. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. C'est... Vraiment, c'est quelque chose qui parcourt les séries jusqu'à David Kelly et Ally McBeal et The Practice et tout ça. Je reviendrai. Plus tard, dans les années, alors quoi? Dans les années... la fin de 70 et puis surtout en 90... Avec David Kelly encore, vous avez la série à récit ouvert. C'est-à-dire qu'il y a un backstory qui devient pas tellement dans le fond. Ally McBeal et tous ces problèmes. Vous connaissez Ally McBeal, hein? Donc voilà, ça c'est c'est une avocate à Boston dans un cabinet un peu spécial, un peu
amusante par moments, un peu hystérique à d'autres moments. Et tous ses amours et les visites chez son psy, etc., c'est feuilletonnant. Hein, ça continue d'épisode en épisode. Mais il y a quand même, en général, 2 histoires, 2 affaires qui vont être traitées par les avocats du cabinet. OK, donc ça, c'est vraiment tout ce que je vais dire pour l'instant par rapport au genre, sauf que vous avez les séries très longues, spécialement télévisuelles comme Law and Order, comme Perry Mason, des séries qui durent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Law and Order était la première série, tous genres confondus, à durer 20 ans à la télévision américaine. Donc c'est important par rapport à une série judiciaire. C'est pas un western, quoi qu'il y a un western qui a duré aussi 20 ans, mais il était un créneau de 30 minutes. Perry Mason était... non, Law and Order était 1 heure depuis le début. Vous avez des séries courtes, et les Anglais sont les spécialistes de ça. Hein, donc une série qui tient en 6 ou 8 épisodes. Tout ça, c'est particulier, c'est lié à l'industrie et les lois de l'industrie. Par exemple, en France, vous avez des séries, j'en parlerai un peu, il faut dire peu. En France, les équipes de production doivent rendre une série toute écrite avant que la diffusion commence, avant qu'on le mette en production. C'est pour ça qu'une série comme Avocat et Associés, si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, il a duré 9 ans, mais il n'y a que 5 saisons. Parce qu'il fallait à chaque saison produire toute la série, donc ça prend du temps à écrire, et donc il y a des écarts entre les saisons. Law and Order, par exemple, il avait... c'est Dick Wolf qui est le producteur principal. Il faut savoir qu'il a écrit il a participé comme scénariste à beaucoup de séries policières et d'autres séries judiciaires avant. Donc, il savait ce qu'il faisait. Et puis, en plus, c'était un publicitaire au départ. Donc, la télévision et l'utilisation des médias, il connaissait bien. C'est une série qui a duré sur l'année 24 épisodes, 22 ou 24. Il y avait 12 équipes de scénaristes. Dans chaque équipe de scénaristes, il y avait au moins un juriste. Et chaque équipe écrivait 2 épisodes par an. Donc, lorsqu'ils étaient en train de produire, de filmer un épisode, ils étaient déjà en train d'écrire un qui serait 18, 19, 20. Donc, l'écriture aux États-Unis, c'est pendant qu'on filme. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement d'interruptions. Alors, c'est important, si je reviens à cette idée d'acquisition d'une culture juridique sur le long terme et avec des cadences qui permettent une pratique. En fait, quand vous faites du sport, vous n'allez pas faire un coup de tennis et puis vous l'avez réussi et c'est fait. Hein? Il faut pratiquer. Donc, c'est exactement ce que les séries offrent au public. C'est-à-dire que, tiens, on a vu ce problème, on a vu les questions de l'admissibilité des preuves dans un cas, mais là, ce n'est pas les mêmes preuves. C'est un témoin. Est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'on ne peut pas l'entendre? Mais on entend de nouveau admissibilité des preuves. Donc, ah oui, c'est quelque chose qu'on a entendu, qui revient, et peu à peu, on acquiert un vocabulaire, on acquiert des images, on a des connaissances qui permettent d'aller de plus en plus loin. Les Anglais, ils écrivent aussi en général avant la diffusion, avant la production, mais ils aiment, c'est une préférence culturelle, ils aiment les séries qui se regardent comme ça. Et ensuite, ils vont passer vers autre chose. Donc, c'est pour ça, vous avez une série comme Broadchurch, vous avez vu, qui était un bijou, mais qui était une seule affaire. Donc, les séries courtes comme ça permettent de regarder une affaire du début à la fin. Donc, il y a aussi une question du temps.
parce que la justice est longue. Donc dans un film, dans le cinéma, vous allez voir ce qui est important. Hein, vous allez voir une question qui se pose, mais vous n'allez pas voir la procédure, la préparation du procès, la préparation des témoins, le choix des témoins. Est-ce qu'on peut entendre cette personne? Est-ce qu'on ne peut pas entendre cette personne? Vous n'allez pas entendre tous les arguments non plus. Ça, c'est un autre aspect des séries judiciaires qui est extrêmement important, surtout à partir des années 90. Avant, c'était moins ça. Mais même dans une série un peu loufoque comme Ally McBeal, les arguments sont plausibles. Les arguments sont raisonnables. On ne ridiculise pas les avocats par des arguments qui ne tiennent pas debout, même si la question est ridicule. Par exemple, chez Ally McBeal, comme Kelly, qui est je reviendrai à ça dans un instant, mais il critique les séries de David Kelly, c'est pour critiquer le système. Il est extrêmement critique, extrêmement dur avec le système judiciaire et la société qui exploite le système judiciaire. Et c'est pour ça que vous avez d'un côté The Practice et Ally McBeal qui ont commencé toutes les deux dans la même année, 97. Il y a un épisode dans Ally McBeal où un petit garçon, enfin un collège, je ne sais pas si petit, il embrasse, pas d'une façon très... il embrasse, quoi, une petite fille, mais devant les casiers dans le couloir, tout le monde voit. Elle est catastrophée parce qu'elle l'aime pas tellement, ce garçon, il n'est pas dans les plus populaires. Elle raconte à ses parents, on intente un procès contre le garçon représenté par ses parents. Ça, c'est une critique de la judiciarisation de la société américaine. Évidemment, ça ne va pas se faire. Mais si on se moque de nous-mêmes, si on se moque de quelqu'un, on voit mieux que si on est très sérieux et on dit ça ne peut pas se faire, on utilise la justice pour des fins qui ne sont pas, nobles. Bon. Une autre chose importante, et ensuite je vais faire d'autres constats, c'est ce que, je suis désolée, je le dis en anglais parce que je n'ai rien trouvé en français pour remplacer ça, c'est un overriding objective. Alors, overriding, c'est ça parcourt toute la série, and the objective, bon, ça c'est comme en français, c'est-à-dire que les séries à partir de 90, ils ont un agenda, ils ont un message. C'est pas juste pour divertir, c'est pas juste pour raconter des histoires de justice. Donc, Law and Order, the overriding objective, c'est la responsabilité du citoyen. Le phénomène de David Kelly, qui est un avocat qui a quitté la profession pour écrire à Hollywood, et par-dessus le marché, il a épousé Michelle Pfeiffer. Donc, ça permettait d'être ancré dans l'industrie du cinéma et des séries. C'est une actrice, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais bon, c'est pas grave. Son overriding objective, c'est critiquer le système. Mais pour critiquer le système, il y a un cabinet très sombre au bord de la faillite, avec des avocats, peu d'avocats, très dépressifs, qui défendent des gens épouvantables parce qu'ils sont obligés de manger. Et de l'autre côté, Ally McBeal, où tout le monde porte les meilleurs sacs, portent les meilleures robes, les hommes, ils ont des voitures extraordinaires, et donc là, on peut se moquer de la justice et de la société. Alors, moi, j'ai constaté deux choses, et j'ai utilisé les séries pour que mes étudiants comprennent un peu qu'il ne suffit pas de parler du droit français en anglais pour être en comparé, quoi. Mais j'ai fait deux constats. Premièrement, quand j'ai commencé à utiliser les séries, comme je connaissais quelques magistrats et j'ai travaillé un petit peu avec eux, ils m'ont dit « Ah, mais qu'on arrête de nous appeler votre honneur au tribunal. » Vous saviez que ça se faisait à l'époque? Vous êtes trop jeune. Mais dans les années 90,
Et on a beaucoup de documentaires et de films. Depardon a fait un film où il y a un paumé qui arrive devant le juge et il dit oui, votre honneur. D'ailleurs, il était drogué pendant la séance, à mon avis. Il dit votre honneur, et on ne peut plus supporter. Donc on me dit ça et j'ai dit tiens, c'est bizarre, d'où ça vient? Ensuite, j'ai été dans le salon avec une amie aux États-Unis qui regarde un épisode de Law & Order. Et il y a une stratégie qui est proposée, et puis coupure pour la pub. Et elle dit, bah, il ne va pas pouvoir faire ça. Et il y a son mari qui dit, mais pourquoi il ne peut pas faire ça? Et elle explique. Après la pub, il y a le procureur général qui lui dit, non, vous ne pouvez pas faire ça. Et il explique, et elle avait raison. D'où ça vient? Alors, je m'interroge et je me dis, celui qui a dit votre honneur au tribunal et ceux qui le font, ils ne vont pas au cinéma, je suis désolée. Ils ne vont pas aller au cinéma. Ils ne vont pas faire l'effort, ils ne vont pas faire la dépense. Je ne pense pas qu'ils regardent les documentaires. Ça vient des séries. Il y avait un juge un jour qui m'a dit, mais les audiences sont publiques, il faut que les gens s'informent sur la justice française. Il faut qu'ils aillent au tribunal. C'est ça. Après le travail, avant de faire le dîner de vos enfants, vous allez passer un petit coup au tribunal. Donc, les séries viennent chez vous, vous n'avez rien à faire, vous zappez, c'est tout. Vous payez déjà la redevance, qu'on ne va plus payer en plus. Et donc, vous comprenez, le manque d'effort et l'apprentissage par le divertissement fait qu'on capte le public. Et le public, à force de regarder ces séries, moi je les appelle télécitoyens, parce que c'est des questions de citoyenneté, la justice. Et d'ailleurs, vous voyez, et ça on peut comparer après, que dans le système américain, dans les séries américaines, bien qu'on critique le système, l'attitude, c'est qu'on a foi dans le système. On dit souvent le système marche, c'est les gens qui sont pourris. En France, il y a foi dans le système? On en parlera. Il y a Edgar Quinet qui a déjà parlé de l'antijuridisme. Quand vous regardez Engrenage, il y a beaucoup de choses très très bien sur la justice française, mais les attitudes sont quand même pas ce que vous trouverez dans les pays anglo-saxons. Donc ça aussi, ça vient d'où? Bon. Alors maintenant, tous ces constats m'ont amené à écrire, à faire une recherche qui a duré quelques années sur l'histoire des séries. Dans les années 2006-2007, nouvelle série arrive où l'avocat, c'est la 4e période donc des représentations de la justice. Les avocats deviennent des techniciens. Et d'ailleurs, une des séries de cette époque-là qui annonce la nouvelle période s'appelle Shark, donc requin. Ce sont des requins. Et ils disent, le procès, c'est un combat. Trial is war. La vérité, on s'en fiche. C'est pas grave. Et ils disent aux clients, ne me racontez pas ce qui s'est passé, je ne veux pas savoir. Je vais vous défendre. Donc, ce qui est important pour eux, c'est gagner. Alors là, ça nous amène aux 4 périodes. Ce que je vais dire très, très brièvement, c'est que en France, la télévision favorise les documentaires ou les docufictions. Pas tellement les séries judiciaires. Une des raisons, c'est qu'il y a très peu de juristes qui écrivent pour la télévision, et donc je vous invite tous à trouver du travail, à écrire pour la télévision, parce que ça ne va pas s'améliorer sans ça. Engrenage a été une réussite parce que la scénariste en chef a été voir une magistrate à Bobigny. Elle a travaillé avec un chef de police qui utilisait un pseudonyme parce qu'il était encore en exercice. On ne peut pas réussir sans ça. Qu'est-ce qu'on sait sur la justice si on n'a jamais été au tribunal? Et je finis avec quelque chose qui est très important, c'est qu'en 2021, il y a une chercheuse, Cécile Vigour de la CNRS, qui est sociologue et qui a fait une étude sur les attitudes des citoyens
sur la justice. Et donc, d'ailleurs, elle parle de moi à un moment en disant, oui, elle a regardé ce qu'il y a dans les séries comme représentation, comme message, mais elle ne regarde pas ce que les publics, l'influence sur le public, l'influence réelle. Elle a raison. J'ai toujours demandé à ce qu'on puisse faire cette étape après, mais c'est énorme et on ne peut faire que si on travaille avec des sociologues, parce que elle a eu un échantillon de public de 2000 personnes avec questionnaire et entretien. La seule chose que je regrette, c'est qu'elle a classé les attitudes. Les avocats sont très, très mal représentés dans le... Je crois qu'ils ont en dessous de 50% de faveur du public. La police, 80%. Mais vous avez beaucoup de séries policières. Donc, il faut se poser la question d'où viennent ces choses. Et elle pose la question, est-ce que ces gens interrogés ont eu affaire à la justice? 3/4 d'entre eux n'ont jamais eu affaire à la justice. Donc, d'où viennent les attitudes? Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'elle ne pose pas la question, est-ce que vous regardez les séries judiciaires? Jamais. La question n'est pas là. Donc là aussi, si vous voulez des pistes de recherche, si les séries vous intéressent, c'en est une piste extraordinaire. Liez-vous avec un groupe de sociologues et regardez, est-ce que tout ce que je dis sur ce qu'il y a dans les séries à voir, que je sais qu'ils voient, est-ce que ça influence les attitudes ou pas? Parce qu'une société qui ne croit pas dans sa justice, on est mal, quoi. Goodbye. Nous allons vous parler du très petit écran. Mais avant toute chose, Tatiana et moi, on tient à remercier l'IRJS et les organisatrices du séminaire pour nous permettre d'intervenir et de présenter les résultats de notre recherche devant vous. Et allons-y. Aujourd'hui, Tatiana et moi, nous allons vous présenter et vous commenter la loi influenceur, une loi qui est transpartisane, qui a fait l'objet d'une concertation citoyenne, qui est soutenue par le gouvernement et surtout qui est très médiatisée. Le chemin de la loi, contrairement à ce que vous indiquent les diapositives derrière vous, est en réalité achevé puisque la loi a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire lundi et elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et dans la foulée par le Sénat. Ça arrive encore apparemment. Donc cette loi a été votée à l'unanimité et on peut vous la présenter maintenant. Elle prend sa source dans diverses affaires qui ont eu lieu ces mois passés et qui ont fait l'objet également d'une médiatisation soutenue. En premier lieu, l'affaire Magali Berda ou Shona Evans. Magali Berda étant surnommée la papesse des influenceurs. Elle s'est opposée sur les réseaux sociaux au rappeur Booba, B2O, le duc de Boulogne, qui l'a accusé de pratiques commerciales trompeuses, d'arnaque. Et concrètement, Booba surnomme tous les influenceurs des influx-voleurs. Une enquête est donc en cours pour pratiques commerciales trompeuses au commissariat d'Antibes. Mais même avant ça, on avait déjà une première affaire avec l'influenceuse Nabila, qui avait été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses en janvier 2021, car elle a fait la promotion de Bitcoin, sans indiquer clairement qu'elle était rémunérée pour le faire. Le cœur du problème semble donc être l'influence. Et à ce sujet, quelles que soient les définitions que l'on consulte, on se rend compte que celle-ci est une action qui est graduelle, un peu imperceptible, qui agit sur quelqu'un, sur ses opinions morales, politiques, philosophiques et artistiques. On y voit quelque chose d'un peu insidieux et invisible. Et en réalité, le droit a déjà diverses façons de saisir l'influence. Préventivement, il empêche l'influence de se constituer de façon trop importante avec des mécanismes de transparence, notamment ceux qui sont prévus pour les lobbyistes par la loi Sapin 2, ou encore avec la notion de conflit d'intérêts. Répressivement, la loi empêche l'influence d'être exercée de façon trop éclatante lorsqu'elle porte atteinte au fonctionnement de l'administration publique, c'est l'infraction de trafic d'influence. Mais l'angle retenu ici est un peu différent car on va plutôt s'intéresser au spectacle des nouveaux influenceurs sur les réseaux sociaux numériques. Au fond, ce que la loi va régir, c'est un phénomène sociologique selon lequel certaines personnes, devenues particulièrement visibles, usent de leur notoriété pour susciter des actions, des désirs, une consommation chez les concitoyens, vous et nous. Et ce qu'on cherche ici à savoir, c'est comment l'influenceur acquiert son influence. Et c'est précisément la notion de spectacle qui est ici utile à mobiliser. Debord disait que le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Et il faut en tirer toutes les conséquences. Il faut se demander qui médiatise ici et qui fait quoi.
Nous verrons donc d'abord en quoi le spectacle est la source de l'appréhension juridique des influenceurs dans la proposition de loi, puis nous étudierons le régime juridique des influenceurs à l'aune de celle-ci. Premièrement, donc, le spectacle comme source de l'appréhension juridique des influenceurs. Globalement, les influenceurs, ce sont des personnes qui mettent en scène leur quotidien sur des plateformes en ligne proposant un réseau social. C'est aussi simple que cela. Tous les réseaux vont être utilisés, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, TikTok, Twitch.tv, Instagram, mais il semble plébisciter Instagram et TikTok. À un premier niveau, ce que vont faire les influenceurs, c'est produire du contenu. Ils vont se servir du design de la plateforme et des affordances permises par celle-ci pour toucher une audience. Ainsi, ils vont parler, ils vont se filmer en train de jouer à des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle le streaming. Ils vont faire des vidéos sur YouTube, par exemple de vulgarisation, ou encore se filmer en train de tester des produits. Ils vont encore poster des vlogs de leur vie quotidienne, de comment ils s'habillent, de ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Et ça, c'est la première surface du spectacle, ce qui se donne directement à voir par vous et moi. Mais, à un deuxième niveau, on se rend compte que leur contenu, c'est surtout un véhicule pour la publicité propulsé par diverses marques. Ainsi, et vous pouvez le voir au tableau, la forme la plus utilisée de communication d'influence, c'est en réalité le post sponsorisé. Ici, on vous a mis une photo d'une vidéo ou une photo d'Instagram. Ce qui se passe, c'est que cette vidéo sert juste à propulser une publicité. Vous avez un lien qu'on a caviardé mais qui est en bleu, c'est le lien de sponsoring de la vidéo. Donc l'influenceur est payé pour faire ce contenu. Une deuxième forme très utilisée que vous connaissez tous bien, c'est le jeu concourant. En échange de likes, de commentaires ou d'enrôlement de nos amis sur la communauté de l'influenceur, on pourra espérer gagner des lots d'une valeur de 150 €, 100 €, 50 €, peu importe, pourvu qu'on génère de la communauté et de l'influence à l'influenceur. Voilà pour une première approche. Mais secondement, il nous reste à voir la relation entre l'influenceur et la plateforme. C'est-à-dire non plus seulement entre l'acteur du spectacle et nous, mais entre le producteur du spectacle et nous. Car il semble assez clair que c'est le spectacle qui fait l'influence, mais à condition seulement de faire un pas de côté pour bien comprendre de quel spectacle on parle. En fait, imaginez que nous sommes dans un théâtre, le spectacle ce n'est pas ce qui se passe sur scène, c'est tout le théâtre. Le lieu, les coulisses, nous en train de regarder ce qui se passe, et même le lieu en général. Et en effet, quand on regarde un petit peu les plateformes, on se rend compte qu'on est bombardé de ce qu'on appelle des métriques réputationnelles. Et c'est celles-ci qui vont contribuer à construire l'influence. Les métriques réputationnelles, vous en avez à nouveau un exemple au tableau, ce sont les likes, les retweets, le nombre de vues, le nombre de followers, mais surtout le taux d'engagement qu'on génère sur une communauté. Et si on en croit les sociologues du numérique, ce ne sont pas des pures mesures d'une réalité immuable. Mesurer l'audience, ce n'est pas comme mesurer la taille d'un cheval au garrot. C'est quelque chose qui va changer. Et en fait, ces métriques, ces mesures, elles sont interactives ou performatives. On dit encore qu'elles créent un effet de boucle. Pour deux raisons. Premièrement, car les influenceurs voient une corrélation positive entre une forte audience et des revenus. Tout simplement dit, avoir une mesure plus haute veut dire avoir des revenus plus hauts pour l'audience, enfin pour l'influenceur et pour la plateforme. C'est la première raison. Et la seconde raison pour laquelle ces mesures sont performatives, c'est que notre regard est paramétré littéralement par ces mesures réputationnelles. Dès lors qu'on arrive sur une plateforme, on se retrouve tout de suite médié par ces métriques. Tout de suite, on voit, et on le voit très bien au tableau, des chiffres énormes, une sorte d'avalanche de chiffres qui va nous guider. Et ce regard-là, nous en train de regarder ces mesures, les influenceurs en train de nous regarder ces mesures, la plateforme en train de regarder les influenceurs nous regarder ces mesures, tout ça crée un spectacle un peu panoptique. Et c'est ce spectacle-là qui est important, car c'est ce spectacle-là qui construit l'influence des influenceurs. On peut conclure cette première approche par une définition synthétique des influenceurs proposée par le sociologue Olivier Hochschild. Fondamentalement, l'influence au sens moderne de cette déclinaison sur les réseaux sociaux, c'est la capacité d'organiser la spéculation sur sa propre image. C'est un capitalisme narcissique qui joue des effets de réseau. Dit autrement, l'influenceur, c'est un super utilisateur ou un super consommateur des réseaux sociaux qui a su importer ou construire sa notoriété par une mise en scène de son quotidien. Et une fois cela établi, on peut retourner à l'étude du droit et qualifier juridiquement l'influenceur, ce que Tatiana va faire. En fait, c'est plutôt ce que le législateur a voulu faire dans cette proposition de loi, puisqu'il se propose de définir ce spectacle plus précisément à travers les notions d'influenceur et d'agent d'influenceur. Donc ce sont donc les deux points que nous allons voir successivement et qui sont dans les articles 1er et 2 de la loi aujourd'hui sur les influenceurs. Donc à propos de l'influenceur, il est défini dans le texte comme suit. Donc une définition
c'est là, faut cliquer. Une définition un peu longue. Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services, d'une cause quelconque, exercent cette activité d'influence commerciale. Alors cette définition, elle est un peu longue, mais en fait, quand on la regarde de plus près, c'est plutôt un medley de plein de définitions légales, et qu'on va regarder les quelques termes qui sont en gras, on va pouvoir vraiment observer ceci. Alors oui, au passage, vous pouvez observer quelques visages d'influenceurs français notoires, peut-être que vous les reconnaîtrez. Et bien cette définition est supposée décrire leurs activités, aussi variées soient-elles. Alors, une définition qui est medley, pourquoi ? Eh bien, il y a des termes qui sont repris vraiment tels quels dans d'autres définitions. C'est le cas du terme notoriété, par exemple, que l'on retrouve en droit de la propriété intellectuelle pour définir le parasitisme de la marque qui est dite notoirement connue, ou qu'on retrouve aussi en droit de la consommation pour appréhender certaines pratiques de publicité comparative considérées comme portant atteinte justement à la notoriété d'une marque. Pourtant, ce critère il a été discuté en fait par les sénateurs parce qu'il instaure un effet de seuil. Les influenceurs qui ne seraient pas notoires seraient de fait exclus, ou de droit, exclus du champ d'application de la nouvelle loi. Mais finalement, il a été retenu puisque, comme l'expliquait Robin, si on exclut toute notion d'audience et de spectacle, on ne saisit plus bien ce que veut dire un influenceur. On a aussi des références qui sont un peu plus subtiles à des définitions que l'on retrouve ailleurs en droit. C'est le cas de la publicité. On ne retrouve pas le terme publicité en tant que tel, mais on retrouve la promotion de biens, de services, qui est en fait une expression qui est quasiment à l'identique dans la directive de 2006 sur les publicités trompeuses, où il y a une définition de la publicité comme étant justement cette forme de communication dans toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dans le but de promouvoir la fourniture de biens, de services. Ici, on a l'ajout des contenus à la place simplement des informations, et il faut y voir une clé d'application du règlement sur les services numériques, le DSA, qui est abordé en fait un peu plus loin dans les dispositions. Alors, concrètement, il y a aussi d'autres notions qui sont évoquées, mais qui ne correspondent pas à leur signification classique en droit. C'est le cas de l'activité commerciale. Elle est en rouge parce que c'est une disposition qui est centrale, une expression qui est centrale, qui est évoquée à de multiples reprises. Il y a plus de 16 renvois à cette expression et à l'article 1er au sein de la loi. Et pourtant, elle est un peu douteuse parce qu'on doit différencier l'activité d'influence commerciale de l'activité commerciale d'influence. Ce n'est pas une nuance en droit, parce que si vous dites activité commerciale d'influence, cela implique que ce sont des commerçants. Or, des commerçants, c'est une définition précise en droit du commerce, en droit commercial, pardon. Et ici, on ne retrouve pas entièrement, par exemple, l'idée de régularité. Il est question de l'onérosité, mais pas nécessairement qu'il s'agisse toujours d'un commerçant. De même, pour ce qui est de la qualification de professionnel, on la sous-tend un peu à travers l'idée de publicité, mais on ne l'affirme pas vraiment. En fait, de façon générale, on ne saisit pas bien, en termes de qualification, ce qu'on peut vraiment déduire de cette définition. Et la qualification de l'influenceur, c'est justement une question récurrente dans la jurisprudence, et ça aurait été judicieux peut-être d'y offrir un éclaircissement. La qualification de commerçant, par exemple, c'est quelque chose qui est souvent débattu, et à propos du youtubeur Cyprien, que vous connaissez peut-être, la Cour d'appel de Paris avait déclaré en 2021 qu'il s'agissait bien d'un commerçant, et que le tweet qu'il avait fait pour dénigrer un magazine People, que vous pouvez lire, eh bien, il s'agit d'un acte de commerce. Alors c'est aussi une approche casuistique qui est retenue normalement pour pouvoir qualifier ou non un professionnel. Selon l'arrêt Kamenova de la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, la simple existence d'un but lucratif ne suffit pas à faire du consommateur un professionnel. Et donc, si l'on reprend la définition exposée plus tôt, le simple fait que l'activité soit à titre onéreux ne suffit pas à faire du super consommateur un influenceur. En termes, la définition, elle est un peu floue, les qualifications associées aussi, et tout ceci laisse à penser finalement que l'influenceur, il n'est associé qu'à un publicitaire, et pas par exemple à un maître d'œuvre, artiste-interprète ou encore un salarié, qui sont d'autres qualifications qu'on aurait pu utiliser aussi. Ça, c'est pour l'influenceur. Pour ce qui est de l'agence, le législateur est plus concis et succinct, puisque dans le même article, il le définit et puis il saisit son régime. L'agent, en fait, il est concrètement vu comme l'impresario de l'influenceur. Et du point de vue de l'État, il est censé faire une forme d'écran, en fait, si on peut réutiliser le vocabulaire du petit écran, puisqu'il doit garantir la conformité de l'agent au texte, notamment, et qu'il doit garantir
contre l'existence de tout conflit d'intérêts, chose qui était régulièrement reprochée aux influenceurs. Alors l'entreprise d'agence n'est pas non plus une notion nouvelle, puisque c'est quelque chose que l'on a dans le code de commerce avec une association au contrat de mandat. Pour autant, il y a des stipulations ici écrites qui sont exigées sous peine de nullité. Donc notamment, on doit dire que le contrat est soumis au droit de la consommation, et surtout, on impose à l'agent d'avoir un répondant sur le territoire européen. C'est-à-dire qu'il ne peut plus, et c'est vraiment fait pour ça, fuir à Dubaï avec ses influenceurs. Il doit absolument avoir un représentant légal avec lequel il sera responsable de toutes les actions des influenceurs. Donc tout ceci nous offre finalement une définition assez vague de l'influenceur, et ça nous amène à observer un spectacle juridique pour ce qui est du régime assez singulier, ce que Robin va maintenant aborder. Effectivement, merci Tatiana. Dans un deuxième temps, il faut qu'on aborde le régime juridique de l'influenceur. Quel encadrement légal du spectacle est ici opéré? Et il y a deux apports de cette loi, ou deux choses qu'on peut retenir principalement. D'une part, et c'est moi qui le développerai, la loi contient de véritables apports normatifs, mais c'est des apports normatifs qui sont complexes à évaluer en raison de la rédaction de la loi. Et deuxièmement, et Tatiana le développera ensuite, la loi se présente aussi comme une réaction médiatique, selon la formule bien connue, un fait divers, une loi. Pour ma part, je m'en tiendrai à 3 points saillants mais non exhaustifs du régime de la loi. Premièrement, on a une clause générale à l'article 2A de la loi qui vient dire que les dispositions législatives, réglementaires et européennes relatives à la diffusion de la publicité et de la promotion des biens et services sont applicables aux influenceurs. Une première clause générale donc qui déclare applicable le droit de la publicité aux influenceurs. Les influenceurs ne pourront donc pas faire la promotion du tabac, c'est interdit. La publicité pour l'alcool est réglementée, le démarchage bancaire et financier est interdit, et encore d'autres dispositions, mais surtout fait partie du droit de la publicité le droit des pratiques commerciales trompeuses. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Sauf qu'il y a un mais, il y a un problème, c'est que cette clause juridiquement est assez problématique. En effet, la CJUE et la Cour de cassation sont très claires à ce sujet. La publicité est une pratique commerciale, elle est donc susceptible d'être trompeuse, sauf qu'une pratique commerciale ne peut être juridiquement le fait que d'un professionnel au sens du Code de la consommation. Or, Tatiana nous a montré plutôt que tous les influenceurs ne sont pas nécessairement des professionnels au sens du Code de la consommation. Notamment les nano-influenceurs, les petits influenceurs, ceux qui globalement ont environ 5000 abonnés et qui n'exercent pas une activité rémunérée à titre habituel, ne sont pas forcément des professionnels. Sauf que, si la loi déclare qu'est applicable à tout influenceur, y compris le nano, le droit des pratiques commerciales trompeuses, alors il faut logiquement conclure que la loi influenceur dit implicitement que tout influenceur est un professionnel, au sens du Code de la consommation. C'est là qu'est l'obstacle juridique de taille. La directive pratique commerciale trompeuse contient une clause d'harmonisation maximale. Article 4 de la directive, clause de marché intérieur, les États membres ne peuvent pas prendre de dispositions plus strictes, même pour protéger les consommateurs. Or, l'article 2A de la loi constituerait clairement une extension du champ d'application rationnel et personnel de la directive, ce qui, à notre sens, viole manifestement la clause d'harmonisation maximale. Quand on lit les rapports sur la proposition de loi, il était clair que les rapporteurs voulaient faire cesser la loi de la jungle et saisir tous les influenceurs, même les nano-influenceurs. Parce que même quand on a une petite communauté, une petite audience, on peut avoir un fort pouvoir de conversion auprès de cette communauté. Mais on n'est pas certain qu'ils vont réussir à parvenir à saisir même ces petits influenceurs, notamment à cause du seuil de notoriété ou de la notion de notoriété à l'article 1er que Tatiana avait exposé, et au regard de ce que je viens de vous présenter sur le droit de l'Union européenne. Mais il y a un deuxième apport dans cette loi quand même, qui est que l'intention de la loi semble être de faciliter le travail de régulation de la DGCCRF, attention, retenez votre respiration, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Une administration placée sous l'égide du ministère de l'Économie et qui est très active en ce moment. Très active sur les réseaux sociaux et qui vient de publier ce matin même une sanction à l'égard d'influenceurs qui commettaient des pratiques commerciales trompeuses en les obligeant à afficher une mesure de publicité. Et déjà en janvier, on avait un communiqué de la DGCCRF qui nous révélait que 60% des influenceurs ne respectent pas le droit des pratiques commerciales trompeuses. Les pouvoirs de la DGCCRF sortent renforcés de cette loi. Avant, elle pouvait déjà enjoindre, et elle le fait, vous le voyez ici, puisque la loi n'est pas en vigueur, elle pouvait déjà enjoindre à un acteur de se conformer au droit de la consommation. Maintenant, elle peut également assortir cette injonction d'une astreinte, dans la limite de 3 000 € par jour pour une somme totale de 300 000 €. Ce
ce qui est quand même assez considérable. Et lorsque la personne condamnée est une personne morale, on peut monter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Ça commence à être assez intéressant pour réguler les influenceurs. Et enfin et troisièmement, dans la même veine, la loi vient clarifier, si besoin était, la portée du principe de transparence de la publicité. En effet, dans l'état actuel du droit, ce principe est formulé à l'article 20 de la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je vous le lis, il est au tableau. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Ce principe me semble assez limpide, il est très clair, toute publicité doit être clairement identifiée comme telle, sauf que voilà comment les influenceurs respectent ce principe. On a ce genre de contenu, qui est une publicité, manifestement, c'est une publicité, mais je vous pose la question, et vous serez peut-être d'accord avec moi, est-ce que vous savez, en voyant cette photo, que ce que vous regardez est une publicité? Je n'en suis pas certain, puisque la seule mention qui vous permet de le comprendre, c'est le hashtag sponsorisé, quelque part en bleu au milieu de la photo. Donc les influenceurs ne respectent pas ce principe de transparence de la publicité. Et c'est déjà une pratique commerciale trompeuse. L'article L121-3 du Code de la consommation est très clair. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. La disposition était claire, mais elle va se trouver renforcée par la loi, puisque celle-ci, au terme de l'article 2C, énonce: la promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque réalisée par les influenceurs doit être explicitement indiquée par la mention publicité ou la mention collaboration commerciale. Et attention, c'est là le vrai apport de la loi. Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion. Je me suis donc amusé à essayer de rendre Maëva Guénam conforme au droit de la consommation, et ça vous donne ceci. Là, on est clair, c'est une publicité. J'ai peut-être un petit peu forcé le trait, mais il me semble que les termes de la loi sont tout à fait clairs. Et la loi rappelle à l'alinéa 2 que ne pas respecter cette mention explicite sur l'image et non pas dans les mentions est une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L121-3 du Code de la consommation, 2 ans de prison, 300 000 € d'amende. On a donc un apport pédagogique de taille car manifestement le secteur ne respectait pas ces règles qu'on leur savait pourtant déjà applicables. Mais au-delà de ces dispositions qui nous semblent réaliser un véritable apport, même si on peut se demander si on en avait besoin, on va voir que la loi est surtout l'occasion d'appliquer le principe un fait divers une loi, ce que Tatiana va nous présenter. En effet, le législateur semble un peu faire preuve d'opportunisme dans cette loi, puisqu'il se fait l'écho de l'actualité. Et en se faisant l'écho de l'actualité, il fait un peu de la loi un véritable spectacle. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un écho de l'actualité? Eh bien, c'est un peu une loi miroir, et il y a beaucoup de dispositions, et notamment l'article 2B, qui dans son entièreté est une liste d'exemples, les uns après les autres, et qui illustrent en fait des scandales récents qui ont mobilisé certains membres du gouvernement en termes de communication politique. Alors très concrètement, dans cet article, on a le premier alinéa qui littéralement dit qu'il est interdit pour les influenceurs de promouvoir des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique. Ici, en l'occurrence, vous avez une publicité de soins laser, donc par une influenceuse avec un code promotion pour la fête des mères. D'ailleurs, si vous le souhaitez, c'est dimanche. Donc ça fait partie de ces publicités qui ont eu le vent en poupe ces derniers mois et qui ont mis en alerte un peu les autorités. On a un autre exemple avec une autre influenceuse française qui est très connue, qui fait une pub ici une publicité pour un kit de blanchiment dentaire à destination d'un très jeune public. Donc c'est des kits colorés, goût, pastèque, etc. On a ensuite, et c'est vraiment la suite, c'est vraiment la... Oula, non, c'est avant. Hop, faut pas spoiler. C'est vraiment la suite de la disposition. On a un alinéa qui interdit la promotion de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables, substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques. C'est un peu long, mais en fait, ça fait référence aux multiples scandales où il y a eu de la promotion de médicaments, mais pas dans l'usage de médicaments. Alors très concrètement, il y a eu récemment une rupture de stock dans beaucoup de pharmacies françaises, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, de Biafine, puisqu'il y avait eu la promotion vraiment très médiatisée sur les réseaux sociaux de la Biafine comme crème hydratante, ce qu'il ne faut pas faire, puisque c'est plutôt dangereux, enfin pas dangereux, mais en tout cas ce n'est pas bon pour la peau. L'alinéa suivant, c'est à propos, et c'est vraiment les mots du texte, de la promotion des produits considérés comme produits de nicotine.
Et là, la formule, elle est un peu alambiquée, mais ça fait référence aux puffs. Donc ce sont des cigarettes électroniques jetables qui sont très à la mode. Et là encore, très ludiques, avec des petits dessins et des parfums à destination donc d'un très jeune public. Et on pourrait multiplier en fait comme ça les exemples, puisque l'article est plutôt long, et qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont vraiment des dispositions à la une, un peu à la manière des stories sur Instagram, qui se succèdent les unes aux autres. Donc à propos de la cigarette électronique, là c'est plus précisément les animaux issus du trafic. Vous ne pouvez pas, il fallait l'écrire visiblement, faire de la publicité pour des parcs où vous pouvez vous promener avec un petit singe en laisse et lui mettre une couche. Ensuite, là, c'est une publicité pour une formation, plutôt une arnaque en réalité, financée par le CPF, donc le compte de formation, compte professionnel de formation, pardon. Et donc c'était un scandale qui avait été aussi très médiatisé, qui avait mobilisé le ministre, Bruno Le Maire, qui avait réagi officiellement sur Twitter, etc. Là encore, une autre illustration. Et pour finir, mais encore une fois, on aurait pu continuer, on a une illustration avec l'interdiction de la publicité de pronostics sportifs, puisqu'il y avait des entreprises d'influenceurs qui étaient spécialisées là-dedans, sur les réseaux sociaux, à vendre des conseils pour mieux parier sur les matchs de football, etc. Donc, en somme, on est sur une loi miroir d'actualité, et qui correspond quand même assez bien à la phrase une loi en fait divers. Pour autant, le législateur, il ne veut pas juste saisir ce spectacle, il essaie un peu de s'installer comme un régisseur. C'est-à-dire qu'il veut être acteur, et comme Robin l'a expliqué, il y a des sanctions qui sont assez lourdes, notamment monétaires, avec une amende de 300 000 € possible et jusqu'à 2 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. Nous, pour notre thème du spectacle, cette deuxième sanction que le député Arthur Delaporte évoque, donc un des rapporteurs de la proposition de loi à l'origine, c'est la possibilité d'interdire à l'influenceur d'influencer. Ce qui est quand même assez étonnant, et nous confirme dans l'idée qu'il s'agit d'un spectacle qui est saisi parce qu'on veut interdire aux acteurs de jouer, entre guillemets, et on veut taper, pardon l'expression, mais là où ça fait mal, c'est-à-dire sur l'origine même du revenu, et on concrétise en fait par ce biais le fait que l'influence est monétisée et qu'elle est évaluable en argent, et que c'est comme cela qu'on peut peut-être aussi réguler l'activité. Bon, tous ces points-là nous amènent à nous questionner de façon plus générale sur la pertinence en fait de la proposition de loi, enfin de la loi depuis hier puisqu'elle a été donc adoptée. Donc on pourrait dire que c'est une loi spectacle. Là, c'est une vision un peu d'ensemble dans la première heure de l'adoption de la loi, et vous voyez, ça a été très très médiatisé et relayé en l'occurrence sur Twitter. Et ça nous permet quand même de dire que la loi, elle a un rendement médiatique qui est important. Dans une période un peu mouvementée à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Donc elle peut correspondre un peu à cette critique classique aussi de la loi équivoque, parce qu'elle est ambiguë, elle n'est pas très claire, et elle semble participer à ce mouvement d'inflation législative qui est décrié depuis longtemps par-dessous certains auteurs, notamment le doyen Carbonnier. Donc rien de nouveau de ce côté-là, elle a ce caractère un peu flou, elle est légèrement creuse, un peu ronflante, et elle est principalement communicationnelle, c'est un fait. Cela dit, nous pensons que ce serait un peu hâtif de lui nier tout intérêt et tout apport parce qu'elle est pédagogique. Elle permet d'expliciter le régime, et le fait est que les influenceurs ne le respectaient pas. Aussi, elle introduit quelques éléments qui sont très précis mais très contraignants, ces sanctions, mais aussi à propos de l'agence, le fait qu'il faille un répondant sur le territoire européen, c'est nouveau, c'est précis, c'est contraignant. Donc dans l'ensemble, si on doit conclure, on dirait que la loi, elle est un spectacle, mais ce n'est pas parce que c'est un spectacle que ce n'est pas utile, chose qu'on a eu l'occasion de développer à de multiples reprises dans ce séminaire, et nous laissons donc cette question ouverte au débat sur l'utilité du spectacle de la loi. Par rapport à la fréquence de consommation des séries, vous évoquiez que le fait d'avoir une fréquence hebdomadaire, notamment sur les séries télévisées, ça permettait cet apprentissage par le divertissement. Et aujourd'hui, on voit que, vous l'avez évoqué rapidement d'ailleurs, le passage par les plateformes, notamment Netflix, fait qu'on a une consommation qui est un peu différente des séries. Il y a de plus en plus de séries qui sont mises en ligne saison par saison. Et moi, je sais que récemment, la dernière série judiciaire que j'ai regardée, c'était La Défense Lincoln sur Netflix. Et j'ai tout regardé en 2 jours, 3 jours maximum. Et je sais que dans 1 an, peut-être que je regarderai une autre saison. Mais j'ai l'impression d'avoir plus vu un film que regarder une série en réalité. Est-ce que ça change quelque chose dans le fond ? C'est une des pistes de recherche maintenant pour ceux qui veulent prendre
la relève. C'est-à-dire que les plateformes ont changé beaucoup de choses. Ils ont permis une activité qui s'appelle binge-watching, c'est-à-dire vous regardez tout d'un coup. Je maintiens que l'écriture est toujours une écriture pour une série à la télévision en épisode. Donc les structures sont toujours les mêmes et les choses qui sont prises en considération lorsqu'on écrit sont toujours les mêmes. Cela dit, on ne regarde pas devant une télévision maintenant, on regarde sur un plus petit écran, même si ce n'est pas encore les... Pendant que vous parliez, je me suis dit, on va de plus en plus petit d'ailleurs, et même maintenant, il y a des écrans dans les lunettes. Donc Dieu sait ce qui va se passer dans quelques années, ils vont traverser la rue en regardant une série dans les lunettes. Mais le fait de regarder tout d'un coup, je pense, mais c'est une piste, il faut poser la question, le public n'est plus du tout le même public que Perry Mason, que Law & Order. Ils ont une culture juridique qui n'est peut-être pas la même culture juridique que ceux qui sont juristes, mais ils ont tous les éléments de procédure, ils savent quelles sont les grandes questions de société, comment ils sont traités, comment les choses changent. Vous parlez de Roe versus Wade. À n'importe qui aux États-Unis ou même en France, je pense, on sait ce que c'est et on sait ce que ça va représenter comme répercussion maintenant. Donc on ne regarde pas les séries avec les mêmes connaissances d'avant et je pense que comme le public a changé, la façon de consommer les séries a changé. Donc je ne sais pas si ça change tellement l'apport pédagogique des séries. Ça change les habitudes, mais pas tellement le fonctionnement. Voilà. Une question pour vous, Madame Villez, par rapport au public qui est visé par les séries. Parce que moi, on a à peu près tous le même âge, mais je regarde vraiment pas du tout les séries. Je suis plutôt du genre à faire du binge-watching devant Faites entrer l'accusé. Donc je sais pas, est-ce que vraiment il y a un public spécifique qui est visé? Est-ce que c'est les juristes? Est-ce que c'est les novices? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Les choses changent tout le temps, hein, c'est ce que je remarque. Moi, j'ai regardé le public jusqu'à 2015 à peu près. Et là, il y avait, selon les âges, le public qui regarde les séries régulièrement devant la télévision. Ça commençait à être binge-watching de certaines séries comme Suits ou Succession qui étaient sur les plateformes. Et moi, je me suis arrêtée là, si vous voulez, mais je pense que les séries sur les plateformes et le public qui regarde sur les plateformes, c'est tout à fait une piste de recherche. Alors, il y a une comparaison à faire aussi, parce que tout ce qui est sur les plateformes, même si c'est payant, alors que la télévision était moins. Hein. C'est un choix, c'est un engagement, mais c'est moins difficile dans le temps. Donc il y a des avantages, il y a des sacrifices qu'on fait, et ça, il faut voir parmi vous, parmi votre génération, ce que je constate de cette année, parce que j'ai des petits-enfants, ils commencent à re-regarder la télévision, mais en replay. En replay. Voilà. Donc ça, c'est très amusant de voir les très jeunes, hein, beaucoup plus jeunes que vous, 13 ans, qui recommencent à regarder ces choses-là sur cet écran-là. Donc en fait, tout est en train de bouger et c'est vraiment intéressant de regarder, d'étudier ça, de poser des questions, parce que où qu'on regarde ou à quelle fréquence on regarde, ça forme. Toutes les questions sur... on n'a pas tellement parlé, mais les questions de société qui sont dans les séries, c'est plus clair de suivre un problème dans une histoire, dans un récit, que par bribes aux informations. Et puis de toute façon, excusez-moi, mais plus personne ne lit les journaux. Donc quelqu'un qui a 13 ans, comment il va savoir ce qui se passe? Et quand ces questions sont dans les récits, ben, il suit. Quand c'est dans les informations, je ne sais pas. Et il regarde. Je sais que cet âge-là regarde. C'est une piste de recherche. Une autre, ça serait de comparer, comme on a dit tout à l'heure, si ça vous intéresse, les
les représentations entre pays. Et donc la réception de... Mais là, il faut vous joindre à des gens de différentes aires culturelles et c'est ça une interdisciplinarité. Les juristes travaillent avec les sociologues qui travaillent avec des cinéastes ou des gens de théâtre, c'est ça. La partie d'écriture des séries, parce que vous dites que finalement il y a une immense responsabilité dans l'apprentissage de ce qu'est la justice, des scénaristes de télévision, des scénaristes dans les grandes plateformes, etc. Est-ce que vous avez parlé avec des scénaristes et est-ce que vous avez su qu'est-ce qui les pousse à aller voir des juristes ou aller voir, je pense aussi dans le monde, quand il y a des séries sur la musique, des séries sur le sport, en France ou aux États-Unis? Les juristes deviennent scénaristes. Et ça a toujours existé. En 1935, vous avez tous les polars sur Perry Mason. C'était un personnage de roman qui a été adapté pour la radio et ensuite pour la télévision. C'était Earl Stanley Gardner, un avocat qui a écrit. Ça a toujours été comme ça. Reginald Rose, qui est un grand dramaturge, a écrit 12 hommes en colère pour la télévision. Hein. Okay. C'était une télépièce. C'était devenu un film après. Et lui, il a travaillé avec un avocat. Donc ça a toujours été dans les pays anglo-saxons comme ça. John Mortimer, en Angleterre, était juge. En France, il y a une attitude qui m'a toujours surprise. Et je pense que c'est vraiment lié à l'histoire de la France et l'hiérarchie de l'autorité en France. On pourrait en parler une autre fois, je ne vais pas prendre trop de temps avec ça. Et puis, il y a aussi une hiérarchie très importante de la culture en France. Donc si c'est cinéma, c'est bien. Si c'est télévision, c'est absolument pas bien. Ça devient un petit peu, ça s'améliore un petit peu, parce que maintenant, vous avez des acteurs de cinéma qui viennent à la télévision. Et il y a 20 ans, c'était interdit. C'était la ruine d'une carrière. J'ai beaucoup échangé avec Anne Landroit, qui est la scénariste en chef de Engrenage. Elle est venue à mon séminaire, elle a parlé à mes étudiants. Et elle a été assistante pour un film, un docu-fiction. Je ne me souviens pas du nom, mais c'est l'affaire de la motocaire, c'était dans les années 80. Et c'était un grand scandale en France. Et ils ont fait un docu-fiction là-dessus. Et elle a été à Grenoble faire de la recherche. De là, elle a commencé à s'intéresser aux questions judiciaires, aux questions juridiques. Et quand elle est arrivée à Engrenage, la 3e saison, parce que les 2 premières saisons étaient catastrophiques, mais ridicules. Vous avez un juge d'instruction, enfin, c'est pas possible qu'on n'a pas envie de se moquer de la justice. Il s'assoit, d'abord il prend les preuves à la maison pour les étudier. Il les étudie devant une fenêtre ouverte dans son appartement, il vit pas très haut, pas un étage très élevé. Il laisse la fenêtre ouverte, il va se prendre un thé. Quand il revient, quelqu'un a pris les preuves de la fenêtre. Alors, c'est ça. Okay. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Et quand elle a pris la place de scénariste en chef, elle savait qu'il n'y avait pas de scénariste, pas de juriste. On donne toujours le nom de quelqu'un comme conseiller, mais c'est la sœur qui est une avocate qui ne vient jamais. Et à partir d'elle, l'importance d'avoir un juriste dans les parages, c'est devenu plus... Je ne peux pas dire fréquent, mais ils ont pris conscience que ça serait bien. C'est pour ça que je vous dis, allez-y, écrivez, vous pouvez le faire le dimanche, mais il faut absolument... participer à ça. C'est une question d'intégrité, parce que les personnes, les producteurs, etc., peuvent faire le choix de ne pas du tout s'intéresser au sujet qu'ils traitent. Mais absolument, et c'est ce qui se passe. Mais les choses, vous savez, les choses changent avec le temps. S'ils n'ont pas accès à des... Je ne dis pas que c'est simple. Hein. J'ai 2 ou 3 étudiants qui ne sont pas... Ils sont dans les médias
ils ne sont pas juristes. Et il y en a un qui a été assistant parlementaire, il a essayé de faire une série sur l'Assemblée nationale. Et ben, il essaie toujours de vendre son idée. Donc, c'est pas facile, la télévision française. Et il faut un peu briser les... Moi, quand je voulais faire une recherche sur Teva, on m'a dit, mais on laisse pas n'importe qui sur les plateaux. Ben, OK, n'importe qui. Téléphone à NBC aux États-Unis et on m'envoie un billet d'avion pour aller étudier. Donc, il y a un problème d'attitude. Mais si personne ne change de votre côté, ça ne changera pas de... Et puis, il y a des producteurs de plus en plus jeunes.